À l'écoute des radios Mali, il est 9h à Dougouninkoro, région de Ségou. C'est l'heure de votre première édition de ce dimanche 17 août 2025. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition. 3 ministres dans la zone agricole de Samanko pour s'assurer de la libération des espaces de recherche agricole occupés de façon illicite et permettre aux structures de recherche agricole de jouer pleinement leur rôle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pendant ce temps, la CMDT engage la lutte contre les jacides qui ravagent le cotonnier. Plus de 40 000 doses d'insecticides homologués ont été remis aux agriculteurs de la zone CMDT et de l'OHVR. Hors du pays, le Mali, aux Émirats arabes unis autour de la table avec les investisseurs émiratis pour le financement des projets structurants de développement de notre pays. En Côte d'Ivoire, hier, lors d'un meeting, l'ancien président Laurent Gbagbo annonce qu'il n'y aura pas de 4e mandat du président sortant Alassane Dramane Ouattara et appelle ses militants à lui barrer la route. En République démocratique du Congo, tension diplomatique entre Kinshasa et Nairobi après la nomination par le Kenya d'un consul en Goma occupé par les rebelles AFC M23. En sport, l'Afrobasket masculin senior Angola 2025, le Mali ira chercher sa place en quart de finale contre la Guinée-Conakry. En football au CHAN, le tableau des qualifiés pour les quarts de finale se dessine lentement. Et au plan national, l'actualité footballistique, c'est la Supercoupe générale Assimi Goïta qui se poursuit avec les rencontres de groupe. Focus santé de ce dimanche lève le voile sur le cancer de la prostate, une maladie silencieuse qui fait des ravages chez les hommes. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 17 août 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Les ministres de la Justice, de l'Urbanisme, de la Sécurité et de l'Agriculture étaient sur le terrain de la zone agricole de Samanko pour constater l'effectivité de la libération définitive des espaces occupés illégalement. Les ministres ont constaté la libération de tous les endroits occupés. L'espace concerné porte sur 418 hectares affectés au ministère de l'Agriculture pour les besoins de recherche agricole. Youssouf Diakité était de la visite. L'agriculture compte pour le Mali, c'est ce qui justifie cette mobilisation générale des membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres de la Justice, de l'Agriculture, de l'Urbanisme, de la Sécurité et de la Protection civile. Ils sont venus constater l'effectivité de la libération de l'espace affecté au ministère de l'Agriculture pour les besoins de la recherche agricole et agronomique, portant sur 418 hectares dans la zone de Samanko. Mamadou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chef de la délégation. Une décision a été prise par le Conseil des ministres pour restituer à cet espace sa vocation initiale, à savoir celle d'accueillir des activités agricoles et des activités de recherche agronomique. Quelques mois après, nous revenons sur le même site pour faire des constatations, pour vérifier si exactement les instructions qui ont été données ont été respectées. Et nous sommes particulièrement heureux de constater que depuis notre départ, il n'y a eu aucune nouvelle occupation. Aujourd'hui, les activités agricoles et de recherche sont en train de se déployer sur le site de manière très correcte. Aujourd'hui, disent-ils, toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation totale de l'espace concerné, le site de Samanko. Déjà un décret qui est intervenu donc, pour classer de nouveau cette zone comme étant une zone agricole et de recherche. Ça veut dire que désormais, aucune autre activité ne doit être admise sur ces sites. Ensuite, des dispositions ont été prises par l'État pour que ceux qui avaient légitimement acquis ces parcelles, en tout cas en utilisant des procédures légales, puissent être dédommagés, soit par la voie de l'indemnisation qui est financière, soit par la voie de la compensation. Et ce processus est déjà enclenché et les intéressés ont compris, ils ont adhéré, donc les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que ces maisons-là ne puissent pas être démolies parce que c'est désormais la propriété totale et entière de l'État et du ministère de l'Agriculture. Pour mémoire, la zone de Samanko relève des domaines d'exploitation agricole depuis 1936.
Toujours dans le domaine agricole, la CMDT a lancé une opération de riposte phytosanitaire face à l'attaque des acides. Après une première livraison de 30 000 doses d'insecticides homologués réceptionnées le 4 août à Sikasso, une nouvelle phase de distribution de 10 000 litres a commencé pour les zones de Bougouni et d'autres localités cotonnières. Cette riposte vise à limiter les pertes et préserver les rendements de la campagne 2025-2026. Les livraisons sont destinées aux agriculteurs de la zone CMDT et de l'OHVN. Les camions ont déjà pris la route, n'est-ce pas, Moussa Kamara? À l'intérieur de l'usine CMDT de Bamako, l'espoir est rené chez les producteurs en regardant ces camions avec leur contenu. 10 000 litres d'insecticides homologués sont ainsi livrés. Pour les producteurs, cette cargaison représente bien plus qu'un simple appui logistique. Tchassé Koulibaly, deuxième vice-président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Avec l'arrivée des insecticides, nous, producteurs de coton, sommes soulagés et reconnaissants. Nous saluons la promptitude de la CMDT. Le reste des volumes commandés sera mis à la disposition dans les prochains jours au profit des producteurs relevant des zones CMDT et OHVN. Cette nouvelle opération intervient après la livraison de 30 000 doses le 4 août dernier à Sikasso. Elle marque la montée en puissance du dispositif d'intervention phytosanitaire mis en œuvre par la CMDT en synergie avec les structures techniques et les organisations paysannes. Boubacar Soumaré, directeur technique de la production agricole à la CMDT. Aujourd'hui, le que nous venons de recevoir est dédié la zone de Kita et puis la zone de Bougouni. Et le mardi, si tout va bien, il y aura autre réception à Sikasso pour les autres régions. L'objectif recherché, c'est la protection de nos cotonniers. En somme, cette initiative marque une avancée significative dans la lutte contre les ravageurs et reflète l'engagement de la CMDT en faveur d'une agriculture résiliente. 9h05, direction les Émirats Arabes Unis. En marge des travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis, prévue demain lundi, un forum économique s'est tenu entre les opérateurs économiques maliens et émiratis. Les hommes d'affaires maliens sont porteurs de projets structurants dans plusieurs domaines, notamment l'électrification rurale, les mines et l'agriculture, des projets qui ont beaucoup intéressé la partie émirati. C'est ce que nous dit nos envoyés spéciaux à Dubaï, Mohamed Diarra et Djelimagan Djabati. Dubaï, un hub mondial en pleine effervescence, une plateforme attractive pour les investisseurs et les partenariats internationaux. Et c'est dans cette fière allure que les opérateurs économiques débattent dans cette ville, non pas pour tendre la CBI, mais plutôt pour des échanges francs et directs. La trentaine d'hommes d'affaires portent des projets bien structurés dans des secteurs clés. Jamal Nasser, vice-président du Conseil national des professionnels du diamant hors du Mali. Chercher des partenaires afin d'investir au Mali. Nous avons eu la chance de visiter la plus grande raffinerie d'or de Dubaï hier. Ensuite, nous avons rencontré des partenaires à la Chambre de commerce d'industrie de Dubaï et à la Chambre de commerce d'industrie de Sharjah. Bakary Sako, directeur général de l'association des opérateurs du secteur de l'électrification rurale. À Dubaï, nous avons emmené ici un projet d'électrification rurale pour 250 localités villageoises au niveau du Mali, qui fait une puissance de 49 MW. Et nous voulons couvrir encore davantage depuis. C'est un projet levier qui permet au moins de prendre en compte 250 localités aujourd'hui. Et nous avons pu rencontrer des partenaires au niveau local ici qui sont vraiment intéressés par ces projets dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Cette rencontre entre dans le cadre des travaux de la deuxième commission mixte de coopération Mali-Émirats Arabes Unis. Et c'est à juste titre que les ministres en charge des affaires étrangères et celui du commerce ont rencontré les opérateurs économiques sur le déroulement de la mission afin de leur apporter le soutien des autorités de la transition. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. C'est une occasion importante de pouvoir aussi partager les informations par rapport à l'importance et le caractère stratégique des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Mali, qui sont des relations de partenariat, des relations d'investissement. Comme les Émirats même l'ont indiqué, le Mali constitue le deuxième pays dans lequel ils ont des relations de coopération et d'investissement les plus élevées. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons retenu un certain nombre de secteurs stratégiques pour apporter ces projets à l'appréciation des opérateurs économiques émiratis, de façon à ce que nous puissions travailler ensemble, à nouer des partenariats, à mettre des joint ventures pour assurer la réalisation de ces projets dans notre pays. Ces projets s'inscrivent aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'usine pharmaceutique, de l'aménagement agricole. Tous ces projets structurants ont été
porter à la connaissance de nos partenaires émiratis, de façon à ce que nous puissions travailler ensemble et en trouver des schémas de financement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape nous permet aussi de parler de toutes les opportunités qu'offre l'industrialisation de notre pays, notamment tout ce qui est mines et énergie renouvelable, pour assurer l'autonomie énergétique de notre pays. Une vision nette saluée par les opérateurs économiques qui s'engagent à soutenir les autorités dans leur politique de développement économique et social. Et déjà, les premiers contacts noués à travers des visites d'entreprise présagent un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations. Dubaï, Mohamed Diarra Djelima Diabaté pour l'ORTM. Non loin de Dubaï, en Israël, un appel à la grève générale est lancé pour dénoncer la stratégie militaire à Gaza. Le mot d'ordre vient des proches des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Ils ont défilé à la nuit tombée hier dans les rues de Jérusalem et l'ont promis de recommencer ce dimanche en plein jour. Ces Israéliens en colère ne veulent pas du plan d'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. En Côte d'Ivoire, sur le continent, une semaine après la marche conjointe de Yopougon à Abidjan, du PPACI et du PDCI, le parti de Laurent Gbagbo a rassemblé hier samedi plusieurs milliers de militants sur la place Figuegayo, une rencontre qui marquait la fin de sa tournée de proximité baptisée Kokoko. Lancée en début d'année devant une foule chauffée à blanc, Laurent Gbagbo a salué la marche du 9 août dernier qu'il a qualifiée de gigantesque pour son pays. Il a surtout réaffirmé qu'il n'y aura pas de quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara et appelé ses militants à barrer la route au président sortant. Rappelons que l'ancien président Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale depuis 2020 et le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire s'achève le 26 août prochain. Au Togo, une dizaine d'organisations de la société civile ont mené hier samedi une opération dénommée Togo Mort, non symbolique, une journée de désobéissance civile et un appel à la fermeture des commerces, à l'arrêt des activités et au silence. Les associations organisatrices veulent marquer leur indignation après plusieurs refus successifs d'autorisation des manifestations pacifiques par les autorités. En République démocratique du Congo, les tensions entre le pays et le Kenya se sont ravivées ce week-end. La nomination annoncée vendredi par le président kenyan William Ruto d'un consul général Judy Karia Kumiri à Ngoma, ville occupée depuis 7 mois par le groupe rebelle AFC M23, a provoqué la colère de Kinshasa qui y voit une décision inappropriée. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement de la RDC rappelle que toute désignation d'un chef d'un poste consulaire étranger sur son territoire demeure subordonnée à son agrément préalable. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa veut engager le dialogue avec au moins 10 millions de ses compatriotes. Hier samedi a marqué la fin de la première étape d'un grand dialogue national lancé par le président Ramaphosa. Désormais s'ouvre une période de plusieurs mois durant laquelle les Sud-Africains seront invités à s'exprimer et échanger à l'échelle locale pour faire émerger un ensemble de solutions pour le pays de façon inclusive. Enfin, les Boliviens se rendent aux urnes ce dimanche pour un scrutin aux enjeux majeurs et aux résultats presque incertains. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés à élire le président, le vice-président, les 130 membres de la Chambre des députés et les 36 membres de la Chambre des sénateurs. Les bureaux de vote ouvriront à 12h temps universel et fermeront à 20h temps universel. Le vote est obligatoire en Bolivie. 8 candidats sont à liste pour la présidence dans un contexte marqué par des tensions sociales et une situation économique dégradée. Les sondages annoncent une course très serrée entre deux figures de droite, le millionnaire de centre-droite Samuel Doria Medina, 66 ans, et l'ancien président de la République, Jorge Tuto Quiroga, 65 ans. AES, actualité. Dans la Confédération AES, la deuxième édition du camp militaro-culturel des adolescents et des jeunes a donné son coup d'envoi sous le thème « Immersion des jeunes à la dynamique de la révolution progressiste et populaire ». L'objectif de ce camp est de promouvoir les idéaux de la révolution progressiste et populaire en inculquant aux participants des valeurs de patriotisme et d'engagement civique. Le point avec Sié Michael Da de la radio du Faso. Promouvoir les idéaux de la révolution progressiste et populaire en inculquant aux participants des valeurs de patriotisme et d'engagement civique, c'est l'objectif de cette deuxième édition du camp militaro-culturel. Une centaine de jeunes et adolescents venus de cette région du Burkina y participent et ce pendant 10 jours. Robert Jungrana, représentant le gouverneur de la région du Sud-Ouest, président de la cérémonie. Comme son nom le dit, c'est un camp militaro-culturel
Il y a des valeurs militaires comme la discipline, la rigueur. Il y a aussi d'autres valeurs qui sont essentielles pour le développement de tout pays. Naturellement, les valeurs du patriotisme, les valeurs de citoyenneté, les valeurs de probité. Selon le directeur de cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Évariste Métiolé Dabiré, plusieurs initiatives de ce genre ont été initiées au Burkina Faso afin de permettre aux adolescents et jeunes d'avoir des valeurs fondamentales à même de contribuer à la construction de la nation. Au moment où nous tenons le camp militaro-culturel dans la région du Diora-Gawa ici, se passe aussi l'immersion patriotique pour beaucoup de bacheliers sur toute l'étendue du territoire. Et au même moment, il y a un autre camp, donc le camp vacances face au Mebo, qui se tient. L'ensemble de ces initiatives sont complémentaires. Et je pense que, mis ensemble, ce menu, ce plateau devrait en tout cas les aider à poursuivre leur éducation, les aider à grandir. Une initiative qui rencontre l'adhésion des parrains. Ils trouvent en elle un cadre d'éveil de conscience de la jeunesse burkinabé. Pasteur Sansan Jonas Kambou est le porte-parole des parrains. Avec ce camp, nous voulons vraiment encourager la jeunesse à voir que non, nous ne sommes pas les derniers de ce monde. Nous voulons apporter une autre façon de penser et il faut qu'on commence par la jeunesse. On veut donner un enseignement à la jeunesse à voir que non, nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas les derniers. Nous pouvons faire quelque chose de nos mains ici en Afrique, ici dans nos différentes villes pour nous en sortir. Ce camp militaro-culturel Gawa 2025 regroupe des jeunes et adolescents venus des régions du Djoro, du Djiriko, du Tanoua, du Sourou, du Bankui, du Nando et du Kadjogo. Au Niger, à la présidence, le chef de l'État a reçu la ministre de l'Énergie après sa tournée sur le complexe charbonnier du projet de Salkadama. Ces échanges ont été au cœur de l'audience accordée à la ministre de la Souveraineté énergétique régionale et les résultats de la tournée dans la Confédération AES au Togo et au Tchad ont été au menu des échanges. Plutôt, écoutons la ministre Awa Amadou au micro de nos confrères de la radio du Niger. Nous venons d'une tournée. Nous avons effectué une mission dans la sous-région, notamment dans les pays de l'AES, du Tchad et du Togo, pour les transmettre un message fraternel de son Excellence le général Abdraman Chani, mais aussi présenter le projet Salkadamna. Comme nous l'avons eu à dire, c'est un projet ambitieux en très 4 heures. Les chefs d'État nous ont accueillis avec enthousiasme et ont montré leur volonté de participer à cette grande marche vers la souveraineté énergétique. Donc avec le projet Salkadamna, c'est certainement une région souveraine sur le plan énergétique. Place à présent à l'actualité sportive de ce journal. En football, la nouvelle saison a débuté ce week-end dans 3 des 5 grands championnats européens. En France, hormis la défaite de l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais de Habib Bey, les ténors ont assuré jusque-là en attendant les matchs d'aujourd'hui. Sur le continent, les qualifiés pour les quarts de finale au CHAN 2024 commencent à se dessiner petit à petit. Au plan local, démarré vendredi, la Supercoupe du général d'armée Assimi Goïta se poursuit avec les rencontres de groupe au stade Mamadou Konaté, au stade Wenzen Koulibaly. En basketball, la Guinée est l'adversaire du Mali en 8e de finale de l'Afro-Basket Angola 2025 chez les hommes. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourté. Afro-basket masculin Angola 2025, le Mali affrontera la Guinée en barrage pour tenter d'accéder au top 8 continental. Ce sera lundi 18 août à 15h GMT. Ce samedi, au compte de la 3e journée dans le groupe D, le Sénégal a dû puiser dans ses réserves pour renverser le Mali 80-70 dans un derby ouest-africain bouillant. Siriban Kanouté 20 points et le double-double de Aliou Fadjala Diarra 14 points, 11 rebonds avaient pourtant donné l'avantage au Mali avant de s'écrouler dans les dernières minutes. Menés 68-62 à l'entame du dernier quart-temps, les Lions du Sénégal ont renversé la vapeur grâce aux inspirations de Jean-Jacques Boissy et Bangrou Badjo, 17 points chacun, soutenus par Moustapha Diop, 16 points. Avec cette victoire, le Sénégal termine la phase de groupe à la 2e place devant le Mali et derrière l'Égypte qui est directement qualifié pour les quarts de finale en tant que leader du groupe D. Football, Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, 5e édition. Les rencontres de poules se poursuivent au stade Mamadou Konaté et Wenzen Koulibaly. 4 matchs sont au programme ce dimanche. D'abord au stade Mamadou Konaté à 16h, la sélection de Badiangara joue contre la formation de
Ségou. Au même moment, au stade Ouazin Koulibaly, l'équipe des Bougouni sera face à la sélection des Kita. À 19h, au stade Mamadou Konaté, le CNT affronte l'équipe des Kaï. Pendant ce temps, au stade Ouazin Koulibaly, les régions de Douanza et Sikasso s'expliqueront. Hier samedi, Mopti a disposé des Nara 3-0. C'est par ce même score de 3-0 que Tombouctou est venu à bout de Djoïla. Le gouvernement s'est incliné 5-3 au tir au but face à Taoudeni. Le résultat à la fin des 90 minutes était de 3 buts partout. Le match devant opposer la région de San à celle de Gao est reporté à lundi 18 août 2025. Championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2024. La dernière journée du groupe A se joue ce dimanche. Au stade national de Nairobi, les Lions de l'Atlas A' du Maroc seront face aux Léopards A' de la République démocratique du Congo. Une rencontre à haute intensité avec comme enjeu le précieux deuxième ticket qualificatif pour les quarts de finale. Les deux sélections ont chacune 6 points. L'autre rencontre mettra aux prises le Kenya, déjà qualifié avec 7 points, et la Zambie qui est hors course. Hier samedi, le groupe B a livré son verdict. Tanzanie et Madagascar passent en quart de finale. 0-0, c'est le score qui a sanctionné l'opposition entre la Centrafrique et la Tanzanie au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam. Un résultat qui fait l'affaire des Taifa Stars qui se qualifient pour les quarts de finale en terminant premier du groupe B avec 10 points. La Mauritanie attendait un nul ou une défaite de Madagascar pour se hisser au prochain tour. Mais les Baréas ont dominé les étalons locaux du Burkina Faso au stade Amman des Zanzibar. Madagascar s'est imposé 2-1 avec 7 points chacun. Les Baréas dépassent les Mourabitoun au niveau de la différence de but. Madagascar jouera les quarts de finale du CHAN 2024. Toujours en football, 3 des 5 grands championnats européens ont démarré ce week-end. Il s'agit de la Liga espagnole, de la Ligue 1 française et de la Première Ligue anglaise. En Espagne, le FC Barcelone, champion en titre, a réussi son entrée en matière en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Mallorca. Valence et la Real Sociedad se sont neutralisés un but partout. En ouverture vendredi, Villarreal et Rayo Vallecano ont gagné respectivement contre Real Oviedo et Girona par 2-0 et 3-1. Le Real Madrid joue mardi 19 août contre Osasuna à 19h GMT. En France, le Stade Rennais en infériorité numérique a surpris l'Olympique de Marseille 1-0. L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont assuré face respectivement à Racing Club de Lens et Le Havre. Toulouse a dominé Nice 1-0. Le PSG joue cet après-midi contre Angers. En Angleterre, c'est Liverpool et Bournemouth qui ont ouvert le bal vendredi. Les Reds se sont imposés 4-2 face aux Cherries. Ce samedi, Manchester City a cartonné 4-0 Wolverhampton. Tottenham a corrigé 3-0 Burnley. Sunderland a fêté son retour en Premier League après 8 ans d'absence en battant West Ham 3-0. Aston Villa et Newcastle ont fait match nul 0-0. Score de parité également entre Brighton et Fulham, un but partout. Ce dimanche, Chelsea affronte Crystal Palace. Nottingham Forest sera face à Brentford. Le premier choc de la nouvelle saison en Premier League anglaise nous propose un alléchant Manchester United contre Arsenal à 15h30 GMT à Old Trafford. Pour terminer, en Allemagne, le Bayern Munich a remporté la Supercoupe face à Stuttgart. Les Bavarois l'ont emporté par 2-1. Ils décrochent ainsi leur 11e trophée de Supercoupe d'Allemagne. Focus Santé. Et ce dimanche, on va parler d'une maladie des hommes qui apparaît avec l'âge. Il s'agit du cancer de la prostate. Cette pathologie se manifeste par des urines fréquentes, des difficultés à uriner, entre autres. Pour plus de détails, suivons Kouma Sissi. Aussi considéré comme une maladie des personnes âgées, le cancer de la prostate a presque les mêmes manifestations cliniques que l'hypertrophie bénigne de cet organe. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chirurgien urologue au Point G. Ces signes qui sont l'urine fréquente, le fait de se lever plusieurs fois, surtout la nuit pour aller uriner, avoir beaucoup de difficultés à pouvoir uriner. Ce sont des personnes, lorsqu'ils vont uriner, ils ont la sensation qu'ils n'ont pas vidé la vessie. Donc ils sont obligés d'aller plusieurs fois pour pouvoir se soulager. Un autre signe, c'est l'urine pressante. Souvent, certains ont l'impression que quand ils ne vont pas tout de suite aux toilettes, ils vont perdre les urines. Le diagnostic de cette maladie silencieuse commence par l'examen de l'organe en question. Et lorsqu'ils trouvent, lors de l'examen, une prostate qui est suspecte, et lorsqu'on trouve ce PSA à des taux très élevés, donc on peut proposer maintenant une biopsie. Le cancer est limité, n'a pas atteint d'autres organes. Parce qu'à un stade évolué, il peut atteindre d'autres organes, notamment la colonne vertébrale. Une fois le diagnostic posé, le traitement commence et la guérison dépend de la phase du cancer. On peut proposer ce qu'on appelle une prostatectomie. C'est une intervention qui va consister à enlever la prostate, qui peut ralentir l'évolution du cancer. Il y a la radiothérapie aussi, qui peut traiter le cancer de la prostate. Il y a aussi la curithérapie. Ce sont des traitements qui ne font pas chez nous, mais lorsque le cancer a évolué, qu'on
On est devant un cancer qui a dépassé la prostate. La chirurgie n'a plus sa place. Malheureusement, le cancer de la prostate apparaît silencieusement. Pour le découvrir tôt, les adultes et les sujets âgés doivent faire par an l'examen qu'on appelle PSA, antigène spécifique de la prostate. Et si le taux de cet examen est très élevé, ceci est un signe d'alerte du cancer de la prostate. Alors, il faut se faire dépister pour savoir si on a le cancer de la prostate ou pas, puisque c'est une maladie qui fait ravage chez les hommes. Il est 9h24 à Kona, région de Mopti. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 13h. Vous serez avec Moussa Papa Aïdara pour 13h dimanche. Moi, je vous retrouve demain lundi à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Bel après-midi de dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes.